Au XIVe siècle, les horloges sont des grands symboles de luxe et de pouvoir, comme en témoignent leurs propriétaires. Le roi de France, Philippe le Bel, dès 1314, le pape d'Avignon, dès 1365, sans parler du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Les horloges vont devenir de plus en plus perfectionnées, indiquant le mouvement des planètes. C'est l'apparition de l'horloge astronomique. Mais impossible de réduire la taille de ces machines à poids, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle forme d'énergie n'utilisant plus la gravité comme l'eau, le sable et le poids l'avaient fait avant lui. Cette invention nous vient d'Italie. C'est le ressort en spirale. C'est lui qui va remplacer le poids. Ainsi on a, comme principe, toujours un mouvement par rouage, comme énergie, un ressort en spirale, et comme régulateur, un balancier de type pendule. Cette innovation va favoriser la miniaturisation des mécanismes, ce qui mènera à la révolution des premières horloges de table au XVIe siècle. Mais la mécanique s'enraye dès lors qu'on la déplace, le pendule étant tributaire d'une position statique. Ça mènera au successeur du pendule qui régulait le mouvement, le folio. Le folio, c'est un tourniquet qui tourne un coup à gauche, un coup à droite. La vitesse du mouvement étant régulée par des poids plus ou moins éloignés de l'axe central, jouant ainsi sur l'inertie, ralentissant le déploiement du ressort en spirale. Le mécanisme est désormais libéré de ses contraintes d'énergie, qui jouait sur la position statique en plus de la taille avec les poids, et de balancier régulateur, qui jouait également sur la position statique avec le pendule. Les poids étant remplacés par un ressort en spirale, et le balancier de type pendule évoluant en balancier de type folio. Résumons. Comme principe, on a un mouvement par rouage, comme énergie, un ressort en spirale, et comme régulateur, un balancier de type folio. Le mécanisme peut désormais fonctionner tout en étant à la fois petit et transportable. Cela va mener à l'apparition durant le XVIe siècle des premières montres. Cependant, pour ce qui est de la précision, ça n'est pas encore ça. En effet, elles peuvent avancer ou retarder de 30 minutes par heure selon que le ressort soit remonté à fond ou distendu. Pour les remettre à l'heure, on se repère au midi solaire chaque jour. Comme vous pouvez le voir, on n'utilisait pas encore de verre, il y avait un rabat. Mais le moindre grain de sable dans la machine et tout s'arrête, sans parler de l'humidité, des variations de température qui agit sur le métal. On verra alors apparaître dans les cours royales des horloges portées comme des bijoux sur des costumes d'apparat. Un petit peu comme la mode des cordons de portable aujourd'hui. La montre étant considérée de facto comme un symbole de très grande richesse et de pouvoir, à l'image aujourd'hui des Rolex. Sauf qu'il fallait ajouter à cela un côté ultra technologique de l'objet. Ça dépassait de loin le stade d'avoir le dernier iPhone. C'était comparable à avoir un mini satellite autour de son cou. Surtout que, comble du luxe, certaines sonnaient. Objets d'ultra-luxe, symboles de pouvoir et de richesse, ce sont de véritables objets d'art et de science ornés comme des bijoux. La constante demande de ces mécanismes provoque le développement du métier d'horloger dont les premiers centres sont Blois, Paris, Genève et Londres. La poursuite du perfectionnement mécanique mènera à la création d'horloges à carillon et d'automates, dont le descendant est le coucou. Les automates se sépareront de l'horlogerie par la suite, pour devenir des amusements pour rois comme la caravelle de François Ier, un automate entièrement animé traversant la table au milieu des convives. Mais ces machines imitant la vie vont également avoir un impact sur la philosophie, avec des questions du genre « Est-ce que nous aussi, on est des machines complexes créées par un grand horloger ?» Après tout, la nature est si bien construite qu'il doit bien avoir un grand horloger. Et si on réussit à comprendre ces mécanismes créés par cet horloger, on pourra mieux le comprendre et donc du coup mieux s'en rapprocher. C'est le déisme des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Durant le XVIIe siècle, on cherche à augmenter la précision toujours plus loin, en résolvant le problème du folio. Le problème avec le folio, c'est que même s'il fonctionne quand on le déplace, le mouvement influe sur son rythme.
le faisant accélérer ou ralentir, ce qui rend les horloges imprécises. L'idée de génie sera de lui mettre à lui aussi un ressort en spirale pour uniformiser son mouvement. Résumons. Comme principe, on a un mouvement par rouage, comme énergie, un ressort en spirale, et comme régulateur, un balancier de type ressort en spirale. Il y a désormais deux ressorts dans l'horloge, celui de l'énergie et celui qui régule le mouvement. Le gain de précision apporté provoque l'apparition des aiguilles des minutes. Les plus perfectionnées atteignent 10 minutes de retard par jour, bien loin des premières montres pouvant avoir un décalage de 30 minutes par heure.